Ainsi, vous voulez que je croie qu'un ex-détenu a servi au raid. Les mots du juge Moreau tranchèrent le silence tendu de la salle d'audience comme une lame acérée. Le sourire sarcastique sur son visage fit chuchoter plusieurs personnes présentes entre elles, certaines laissant échapper des ricanements étouffés. Au banc des accusés, Pierre Dubois maintint sa posture droite, ses mains croisées sur la table de bois usé. Les cicatrices sur ses doigts racontaient des histoires que cette salle élégante ne pourrait jamais imaginer. À ses côtés, l'avocate commise d'office Marie Rousseau feuilletait nerveusement les documents, sachant que sa défense s'effondrait sous les yeux de tous. « Monsieur le Président, tenta-t-elle d'intervenir ? Mon client possède une documentation qui prouve son service militaire antérieur à sa condamnation. » « Documentation ?» interrompit le juge avec un rire cruel. « Maître Rousseau, en 30 ans de magistrature, j'ai vu toutes sortes de falsifications. Un homme qui a passé 8 ans en prison pour trafic de drogue prétend maintenant avoir été un soldat d'élite ?» Il marqua une pause dramatique, ajustant ses lunettes. C'est une insulte à l'intelligence de cette cour et un manque de respect envers les véritables héros qui ont servi notre nation. Pierre ferma les yeux un instant, respirant profondément. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une sérénité troublante, comme s'il accédait à des souvenirs qu'il préférait garder enterrés. « Monsieur le Président ?» Sa voix sortit calme. « Contrôlé, j'ai servi aux recherches assistance intervention dissuasion entre 2008 et 2012. J'ai participé à des opérations dans les banlieues sensibles que vous ne connaissez que par les journaux. » L'assistance murmura avec inquiétude. Le procureur, Maître Durand, se leva d'un air triomphant. « Monsieur le Président, c'est clairement une tentative désespérée d'obtenir la sympathie du tribunal. L'accusé a été arrêté en possession de 2 kg de cocaïne en 2013. Quel soldat d'élite deviendrait trafiquant ? » « Exactement mon point, » approuva le juge, frappant le marteau sur la table. « Monsieur Dubois, vos allégations sont non seulement invraisemblables, mais offensantes. Le RAID est une unité d'élite respectée, mondialement. Ses membres sont entraînés pour combattre exactement le type de crime pour lequel vous avez été condamné. » Pierre resta immobile, mais qu'il observait attentivement remarquerait ses mains se fermant lentement. « Monsieur le Président, me permet-il de passer un appel ? Un seul appel qui éclaircira tout ?» Le juge rit fort cette fois, un son qui résonna dans la salle comme une insulte. « Un appel ? À qui ? À votre commandant ?» Il fit des guillemets moqueurs dans l'air. « Monsieur Dubois, cessons cette farce. Votre sentence sera exemplaire non seulement pour le crime commis, mais pour la tentative de tromper cette cour avec des mensonges élaborés sur le service militaire. » C'est alors que Pierre fit quelque chose d'inattendu. Lentement, il retira une petite médaille qu'il portait pendue au cou, cachée sous sa chemise. Le métal doré brilla sous les lumières de la salle, exhibant des symboles que seuls quelques-uns reconnaîtraient. Marie Rousseau regarda la pièce avec surprise, c'était la première fois qu'elle la voyait. « Cette médaille, » dit Pierre, sa voix gardant le même calme effrayant, fut décernée après l'opération Pacification à Saint-Denis. 16 heures de combat urbain. 7 blessés dans notre unité. 0 victime civile. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur le juge. « Connaissez-vous cette opération, Monsieur le Président ?» Le procureur renifla. N'importe qui peut acheter de fausses médailles sur Internet aujourd'hui. Mais quelque chose dans l'expression de Pierre, la façon dont il tenait la médaille, la précision des détails qu'il avait mentionnés, la manière dont sa posture avait subtilement changé, fit hésiter le sourire du juge pendant une fraction de seconde. « Monsieur Dubois, » dit le juge, retrouvant son arrogance, « si vous avez vraiment servi dans cette unité fictive. » « Le raid n'est pas fictif, » corrigea Pierre doucement. « Alors comment expliquez-vous votre chute dans la criminalité ? Comment un soldat d'élite devient-il trafiquant ?» Pierre regarda directement dans les yeux du magistrat. « Cela, Monsieur le Président, est une histoire que vous n'êtes pas prêt à entendre. » La réponse crue créa un silence inconfortable dans la salle. Il y avait quelque chose dans la manière dont Pierre avait parlé, sans colère, sans désespoir, juste une certitude glacée qui fit que quelques personnes dans l'assistance bougèrent avec inquiétude sur leur siège. Si vous suivez cette histoire et voulez savoir comment un ex-soldat d'élite a fini par être jugé pour trafic, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la vérité derrière cette chute est plus choquante que n'importe quelle sentence que ce juge pourrait prononcer. Le juge Moreau s'appuya dans son fauteuil de cuir, le sourire revenant avec toute sa force. À 58 ans, il avait construit sa réputation en étant impitoyable avec les criminels qui tentaient de rouler sa cour. Fils d'un colonel de l'armée, il avait grandi en écoutant des histoires d'honneur militaire et méprisait profondément quiconque tentait d'usurper cette dignité. « Monsieur Dubois, dit-il,
Tambourinant des doigts sur la table, je vous donne une dernière chance d'abandonner cette mise en scène pathétique et d'accepter votre sentence avec un minimum de dignité. Pierre resta silencieux, mais ses yeux ne quittèrent pas le visage du juge une seule seconde. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans la façon dont il maintenait le contrôle, comme s'il calculait chaque mot, chaque respiration, attendant le bon moment. Marie Rousseau essaya à nouveau. « Monsieur le Président, si nous pouvions seulement examiner les documents que nous avons apportés. »« Des documents faux » interrompit le procureur Durand, se levant dramatiquement. « Monsieur le Président, l'accusé tente clairement de manipuler cette cour. Il a passé 8 ans en maison d'arrêt apprenant exactement ce type d'escroquerie. Combien d'autres criminels n'ont-ils pas tenté la même supercherie devant d'autres juges? » Le juge acquiesça vigoureusement. « Maître Durand a raison. Monsieur Dubois, votre casier judiciaire montre un schéma de comportement qui contredit complètement vos allégations. » Il ouvrit le dossier devant lui avec un plaisir évident. Arrêté à 23 ans pour trafic, condamné à 10 ans, 8 ans effectués pour bonne conduite. Aucune mention de service militaire dans votre dossier pénitentiaire. Aucun avantage d'ancien combattant réclamé. Rien. Pierre parla enfin, sa voix gardant ce ton contrôlé qui commençait à déranger certaines personnes dans la salle. « Avez-vous déjà été au combat, Monsieur le Président ?» La question prit le juge au dépourvu. Qu'est-ce que cela a à voir? C'est une question simple. Avez-vous déjà échangé des tirs avec des trafiquants armés de fusils d'assaut dans des ruelles étroites où la moindre erreur signifie la mort certaine? Je n'ai pas à répondre à vos questions impertinentes, répondit le juge, mais il y avait un malaise croissant dans sa voix. Bien sûr que non, acquiesça Pierre doucement, parce que la réponse est non. Vous n'avez jamais été dans des situations où vous devez décider en quelques secondes si vous tirez pour tuer ou devenez une statistique. Il marqua une pause, ses doigts traçant inconsciemment le contour de la médaille. Vous jugez des hommes qui sont revenus de guerre que vous ne connaissez que par la télévision. Le procureur frappa du poing sur la table. Monsieur le Président, c'est inacceptable. L'accusé manque de respect à l'autorité de ce tribunal. Mais le juge Moreau était maintenant visiblement irrité pour d'autres raisons. Le calme de Pierre le perturbait d'une façon qu'il ne pouvait expliquer. Monsieur Dubois, même si vos allégations étaient vraies, ce qu'elles ne sont pas, cela ne justifierait pas votre implication dans le trafic de drogue. Justifier? Répéta Pierre, et pour la première fois, un éclair de quelque chose de plus dangereux traversa son visage. Monsieur le Président, je n'essaie pas de justifier quoi que ce soit. J'établis simplement des faits sur qui j'étais avant de devenir celui que vous voyez aujourd'hui. Marie Rousseau perçut la tension croissante et tenta d'intervenir. Peut-être pourrions-nous? Qui vous étiez? Explosa le juge, frappant violemment le marteau. Était sans importance. Soldat ou non, vous avez choisi le crime. Choisi de vendre des drogues qui détruisent les familles. C'est alors que quelque chose changea dans le visage de Pierre. Le contrôle resta, mais en dessous émergea une tristesse si profonde que plusieurs personnes dans l'assistance bougèrent avec malaise. « Vous avez raison, dit-il calmement. J'ai fait un choix. Mais voulez-vous savoir quel fut mon premier choix, Monsieur le Président? Quel fut le choix qui a mené à tous les autres? » Le juge hésita, percevant qu'il était mené quelque part où il n'avait pas le contrôle. « Mon premier choix, continua Pierre, fut de sauver la vie d'un enfant de 8 ans lors d'une opération qui a mal tourné. Une opération qui fut sabotée par des gens en qui j'avais confiance. Une opération où j'ai perdu 7 compagnons et suis rentré chez moi avec une médaille et un cœur brisé. » Le silence qui suivit était si dense qu'on pouvait entendre la climatisation du tribunal fonctionner. Pierre regarda directement le juge, et il y avait quelque chose dans ses yeux maintenant qui fit déglutir le magistrat. « Vous voulez savoir pourquoi un soldat d'élite devient trafiquant, Monsieur le Président? C'est parce que parfois on découvre que les gens qu'on était censés protéger sont les mêmes qui nous ont trahis. Et quand on perd la foi en tout ce pourquoi on s'est battu, parfois l'autodestruction est la seule issue qu'on entrevoit. » La confession crue frappa la salle comme un coup de poing. Plusieurs personnes baissèrent les yeux, incapables de soutenir le poids émotionnel du moment. Mais le juge Moreau, après le choc initial, durcit encore davantage. L'apitoiement sur soi n'efface pas les crimes, Monsieur Dubois. Des milliers d'anciens combattants rentrent traumatisés de guerre et ne deviennent pas criminels. Pierre acquiesça lentement. Vous avez raison, et c'est pourquoi je mérite tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Il marqua une pause, ses yeux rencontrant à nouveau ceux du juge. Mais cela ne change pas le fait que j'ai servi. Et cela ne change pas le fait que vous jugez un homme que vous ne comprenez pas du tout. Le procureur Durand, sentant qu'il perdait le contrôle de la narrative, se leva à nouveau. « Monsieur le Président, même si nous acceptions cette histoire mélodramatique,
elle ne change pas les faits. L'accusé a été pris avec 2 kg de cocaïne. Ce n'est pas de la consommation personnelle, c'est du trafic à grande échelle. Exact, acquiesça Pierre, surprenant tout le monde. Et j'accepte la punition pour cela. Mais il y a une différence entre accepter une punition et accepter une humiliation basée sur l'ignorance. Le juge se sentit défié d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Pierre ne suppliait pas pour la clémence, il ne mentait pas désespérément. Il établissait simplement sa vérité avec une dignité qui faisait que le magistrat se sentait inexplicablement petit. « Monsieur Dubois, dit le juge, tentant de récupérer son autorité, vos paroles éloquentes ne changent pas le fait qu'il n'y a aucune preuve que vous ayez servi ou vous prétendez avoir servi. » Pierre sourit pour la première fois depuis que l'audience avait commencé. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était le sourire de quelqu'un qui était sur le point de jouer sa dernière carte. « Monsieur le Président, dit-il doucement, me permettriez-vous de passer un appel maintenant? Seulement un. À un numéro qui pourrait changer votre perspective sur l'épreuve. » Quelque chose dans la confiance absolue avec laquelle Pierre fit la demande fit germer une graine de doute dans l'esprit du juge. Mais son arrogance était plus grande que sa prudence. « Un appel » rit-il amèrement. « À votre complice? À quelqu'un qui va prétendre être votre commandant? Monsieur Dubois, ça suffit. » Pierre garda le sourire, mais il y avait quelque chose derrière maintenant qui fit que Marie Rousseau se pencha en avant, soudain alerte. C'était comme si son client savait quelque chose que personne d'autre dans la salle ne savait, quelque chose qui était sur le point de tout changer. « Comme vous voulez, Monsieur le Président, » dit Pierre calmement. « Alors je suppose que nous allons le découvrir d'une autre façon. » La manière dont il dit cela, non pas comme une menace, mais comme une déclaration de fait inévitable, fit que l'air dans la salle parut électriquement chargé. Quelque chose était sur le point d'arriver, et tous pouvaient le sentir, même sans savoir exactement quoi. Ce que personne dans la salle ne savait, c'est que Pierre avait fait plus que simplement se présenter à cette audience. 3 jours auparavant, quand il avait reçu la notification que sa demande de réduction de peine serait jugée par le redouté juge Moreau, il avait pris une décision qu'il n'avait pas prise depuis 8 ans. Il appela quelqu'un de son passé. « Capitaine Lefebvre » avait-il dit au téléphone, sa voix hésitante après tant de silence. « C'est Pierre Dubois, ex-brigadier du raid. » La pause de l'autre côté de la ligne dura une éternité. « Pierre » répondit finalement la voix rauque du capitaine. « Je pensais que tu étais mort, mec. 8 ans sans nouvelles après ce qui s'est passé. J'ai failli mourir aussi, admit Pierre, dans tous les sens possibles. » Le capitaine Lefebvre était le seul officier qui avait soutenu Pierre durant l'enquête interne qui avait suivi l'opération désastreuse. Il connaissait la vérité sur ce qui s'était réellement passé ce jour-là, des vérités qui n'étaient jamais arrivées aux rapports officiels. « De quoi as-tu besoin » demanda Lefebvre, direct au point comme toujours. « Je suis jugé demain par un juge qui pense que je suis un menteur. Il ne croit pas que j'ai servi au raid. » Lefebvre rit amèrement. « Après tout ce par quoi tu es passé, tu dois encore prouver ta valeur ? Quel fils de... » « Capitaine, interrompit Pierre, je mérite d'être où je suis. Je ne demande pas la clémence. Je veux juste de la dignité, un jugement basé sur la vérité, pas sur les préjugés. » Il y eut une autre longue pause. « Pierre, tu sais que je ne peux pas intervenir officiellement dans des procédures civiles. Mais, Lefebvre hésita. Si quelque chose arrive pendant cette audience qui met en doute ton honneur militaire, je le saurai. Comment ? J'ai des contacts au palais de justice. Des gens qui m'informent quand des anciens combattants sont maltraités dans le système judiciaire. Si ce juge dépasse les bornes, Lefebvre laissa la phrase en suspens. Pierre avait raccroché avec un mélange d'espoir et de terreur. L'espoir parce qu'il savait que Lefebvre était un homme de parole. La terreur parce qu'il ne savait pas jusqu'où les choses iraient avant que quelqu'un n'intervienne. Maintenant, assis dans la salle d'audience, Pierre observait le juge Moreau avec une perspective que personne d'autre n'avait. Il savait que chaque mot irrespectueux, chaque rire sarcastique, chaque démonstration de préjugés était observé par des yeux dont le magistrat ne rêvait même pas l'existence. Marie Rousseau, percevant le changement subtil dans la posture de son client, se pencha pour chuchoter. « Pierre, avez-vous quelque chose que vous ne m'avez pas dit ?» Il la regarda avec ses yeux qui avaient vu trop de choses. « Maître, parfois dans la vie, vous devez choisir entre être humilié en silence ou permettre à la vérité de venir au jour, même si cela détruit des personnes dans le processus. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce juge a 30 secondes pour arrêter de manquer de respect aux hommes qui ont risqué leur vie pour ce pays. Marie sentit un frisson dans le dos. Il y avait quelque chose dans la certitude absolue de Pierre qui l'effraya et la rassura à la fois.
À ce moment-là, le juge Moreau décida de serrer encore plus l'étau. « Monsieur Dubois, puisse-vous insister sur cette farce militaire, je vais vous donner l'opportunité de prouver vos allégations ici et maintenant. » Pierre haussa un sourcil. Intéressé. Citez-moi 3 opérations spécifiques du raid réalisé entre 2008 et 2012, avec des détails que seul un participant saurait. Le procureur Durand sourit méchamment. Excellente idée, Monsieur le Président. Voyons s'il arrive à inventer quelque chose de convaincant. Pierre resta silencieux un moment, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il décidait jusqu'où il voulait aller sur ce chemin. Opération nettoyage, juillet 2010. Cité des Bosquets à Montfermeil. 17 heures de combat urbain. Notre objectif était de neutraliser une cellule de trafiquants qui avait exécuté 2 policiers la semaine précédente. Sa voix devint mécanique, comme s'il lisait un rapport. Le chef s'appelait Karim, il avait une cicatrice sur le côté gauche du visage d'un affrontement précédent. Il utilisait une AK-47 dorée qu'il pensait le rendre invincible. Le juge cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à tant de spécificité. Opération Pacification, mars 2011. Cité des Tarterets à Corbeil. 15 hommes contre plus de 100 trafiquants armés. Nous avons perdu le sergent Martin dans une embuscade le 2e jour. Il avait 3 filles. Pierre marqua une pause, avalant difficilement. Opération Espoir, décembre 2011. Sauvetage d'otages. Une famille entière, père, mère, 2 enfants, étaient retenus par les trafiquants qui voulaient les échanger contre un des leurs que nous avions arrêtés. Le silence dans la salle était assourdissant. Les détails étaient trop spécifiques, trop émouvants pour être inventés. Et la dernière ? Demanda le juge, mais sa voix avait perdu une partie de son arrogance précédente. Pierre le regarda directement, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit que le magistrat se sentit nu, exposé. Opération Trahison, janvier 2012. Celle-là, vous ne la trouverez dans aucun dossier, Monsieur le Président, parce que c'était l'opération qui n'aurait jamais dû avoir lieu. L'opération où j'ai découvert que certains des hommes en qui j'avais confiance vendaient des informations aux mêmes trafiquants que nous combattions. Toute la salle retint son souffle. 7 hommes sont morts ce jour-là parce que quelqu'un a transmis notre position à l'ennemi. Des hommes avec des familles, des rêves, des avenirs qui ont été volés pour 30 pièces d'argent. Pierre se leva lentement, ses mains appuyées sur la table. Et savez-vous ce qui m'est arrivé quand j'ai essayé de dénoncer la corruption? Monsieur le Président, j'ai été muté, isolé et finalement recommandé à quitter le service pour instabilité psychologique. Marie Rousseau déglutit, réalisant qu'elle entendait des confessions qu'elle n'avait jamais imaginées. Le procureur tenta d'intervenir. « Monsieur le Président, ce sont clairement des mensonges ?» explosa Pierre pour la première fois, sa voix résonnant dans la salle comme un rugissement. « Vous voulez appeler mensonge la mort de cet héros? Vous voulez appeler mensonge la trahison qui a détruit ma foi en tout ce pour quoi j'ai lutté ?» Le juge Moreau recula instinctivement dans sa chaise. Il y avait quelque chose dans la fureur contrôlée de Pierre qui était absolument terrifiante. Et quand j'ai quitté le raid sans référence, sans soutien, sans rien d'autre que des cauchemars et une médaille que personne ne croyait réelle, que pensez-vous qui s'est passé? Pierre continua, sa voix descendant à un ton dangereusement calme. J'ai commencé à boire, puis j'ai commencé à prendre des drogues pour oublier les visages des hommes qui sont morts par ma faute. Et quand l'argent s'est épuisé, j'ai commencé à vendre des drogues pour continuer à consommer. La confession crue frappa la salle comme une bombe. Alors oui, Monsieur le Président, je suis devenu exactement le type de criminel que je combattais avant. Mais ne me torturez pas en niant qui j'étais avant que tout s'effondre. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire arriva. La porte arrière de la salle d'audience, une porte qui était rarement utilisée, s'ouvrit lentement. Un homme d'âge moyen, en uniforme, entra silencieusement et resta debout au fond de la salle. Pierre tourna la tête et ses yeux s'écarquillèrent. C'était le capitaine Lefebvre, non pas en habit civil, mais en uniforme complet du raid. Le capitaine fit un léger signe de tête, un signal militaire que seul Pierre comprit. Mission autorisée. Procédé. Pierre sourit pour la 2e fois dans cette audience, mais maintenant c'était un sourire différent. C'était le sourire d'un soldat qui venait de recevoir des renforts au moment le plus sombre de la bataille. Le juge Moreau, percevant que quelqu'un était entré, se tourna pour voir qui c'était. Quand ses yeux se fixèrent sur l'uniforme militaire et les insignes de commandement, son visage pâlit visiblement. « Excusez-moi, » dit Lefebvre, sa voix militaire coupant l'air comme une lame. « Je suis le capitaine Lefebvre, commandant du Recherche Assistance Intervention Dissuasion. Je crois qu'il y a une question ici qui doit être éclaircie concernant un de mes hommes. »
Le monde du juge Moreau était sur le point de s'effondrer complètement, et il ne le savait même pas encore. Le silence qui suivit l'entrée du capitaine Lefebvre était si dense qu'il semblait physique. Le juge Moreau regarda du militaire en uniforme à Pierre, puis de nouveau à Lefebvre, son esprit tentant désespérément de traiter ce qui se passait. « Capitaine » commença-t-il, mais Lefebvre leva la main dans un geste qui exigeait le silence absolu. « Monsieur le Président, je suis obligé d'interrompre cette procédure. » Lefebvre marcha jusqu'au centre de la salle avec des pas mesurés et précis. « Je viens d'entendre des allégations graves contre un soldat qui a servi sous mon commandement avec distinction et honneur. » Le procureur Durand, réalisant qu'il perdait complètement le contrôle de la situation, tenta de se lever. « Monsieur le Président, c'est hautement irrégulier. »« Asseyez-vous » commanda Lefebvre avec une autorité qui fit s'effondrer le procureur dans sa chaise, comme s'il avait reçu un coup. Quand un officier militaire parle de crimes contre les anciens combattants, les civils se taisent et écoutent. Le juge Moreau sentit des gouttes de sueur se former sur son front. « Capitaine, avec tout le respect, ceci est un tribunal civil et vous êtes un juge civil jugeant un vétéran de guerre qui a servi dans des opérations classifiées. » L'interrompit Lefebvre, sa voix tranchant comme l'acier. « Un vétéran que je viens d'entendre ridiculisé, humilié et traité de menteur pour des allégations que je peux confirmer personnellement. » Lefebvre sortit une enveloppe scellée de sa poche intérieure. Voici les états de service officiels de l'ex-brigadier Pierre Dubois, déclassifiés ce matin spécifiquement pour cette procédure. Il posa l'enveloppe sur la table du greffier. Monsieur le Président souhaiterait-il les examiner? Le juge tendit la main avec une hésitation visible. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il ouvrait l'enveloppe et commençait à lire. Au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les documents, son visage perdait progressivement toute couleur. « Brigadier Pierre Dubois », continua Lefebvre, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. 4 ans de service actif, 17 opérations de combat documentées, 3 décorations pour bravoure, une médaille d'honneur au mérite pour avoir sauvé des civils durant une opération de sauvetage. Il marqua une pause, laissant le poids des mots s'installer. « Eh oui, Monsieur le Président, participant de l'opération nettoyage, l'opération pacification et l'opération espoir, exactement comme il a déclaré. » Pierre resta assis, mais des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Après 8 ans à être traité comme un déchet, enfin quelqu'un validait publiquement qui il était vraiment. Marie Rousseau regarda son client avec un mélange d'admiration et d'horreur, réalisant qu'elle avait défendu un héros de guerre sans le savoir. Le juge Moreau termina de lire les documents et les posa sur la table avec des mains tremblantes. « Je ne savais pas. » « Ne saviez pas ?» Lefebvre fit 2 pas vers le banc du juge, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit reculer instinctivement le magistrat. « Ne saviez pas, ou ne vous êtes pas soucié de savoir? Combien de fois l'ex-brigadier Dubois a-t-il tenté de présenter des preuves de son service? Je pensais, je veux dire, les circonstances. » « Les circonstances, » répéta Lefebvre, et maintenant il y avait du mépris pur dans sa voix. « Sont que vous avez jugé un vétéran basé sur des préjugés concernant l'apparence et la situation sociale, pas sur des preuves. » Il se tourna vers l'assistance. « Vous avez tous ri quand cet homme a essayé de préserver sa dignité. Ri d'un soldat qui a tout perdu en servant son pays. » Le procureur Durand tenta une dernière carte. « Même ainsi, il a quand même commis des crimes. »« Des crimes ?» explosa Lefebvre, se tournant vers le procureur avec une fureur contrôlée. « Vous voulez parler de crime? Le crime fut ce qu'ils ont fait à cet homme quand il est revenu de guerre. Le crime fut de l'abandonner sans soutien quand il en avait le plus besoin. Le crime fut de le forcer à chercher dans les drogues le soulagement qu'il aurait dû trouver dans le système de santé militaire. » Pierre se leva lentement, essuyant les larmes de son visage. « Capitaine, s'il vous plaît, j'ai commis les crimes dont je suis accusé. Je ne veux pas échapper à la responsabilité. »« Pierre ?» Lefebvre se tourna vers lui, et pour la première fois sa voix se radoucit. « Tu as assumé la responsabilité. Tu as purgé ta peine. Mais la dignité n'est pas un crime. Soldat, la fierté de ton service n'est pas un crime. » Il regarda de nouveau le juge. Humilier des vétérans par ignorance, ça devrait être un crime. Le juge Moreau était clairement en panique. 3 décennies de carrière judiciaire défilèrent dans son esprit en quelques secondes. Il savait qu'il avait franchi une ligne dont il ne pourrait peut-être pas revenir. « Capitaine Lefebvre, dit-il, tentant de récupérer quelque autorité, je reconnais que j'ai pu mal interpréter la situation. » « Mal interpréter ?» Lefebvre rit amèrement. «
Monsieur le Président a passé les 40 dernières minutes à démoraliser un héros de guerre. L'a appelé menteur, criminel pathétique, déshonneur militaire. Sa voix descendit à un ton dangereux. À mon époque, les hommes perdaient des dents pour parler ainsi des soldats. À ce moment, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La porte principale de la salle s'ouvrit et 3 autres hommes en uniforme entrèrent, tous avec des insignes du raid. Ils se positionnèrent derrière Lefebvre en formation militaire parfaite. Pierre en reconnut 2 immédiatement, le sergent Moreau et le brigadier Leroy, des hommes qui avaient servi à ses côtés dans de vraies opérations. « Capitaine » parla le sergent Moreau, « nous avons reçu l'appel. L'ex-brigadier Dubois a besoin de soutien. » La question était simple, mais l'implication était claire. Si nécessaire, ces hommes étaient prêts à défendre l'honneur de leurs camarades tombés. Le juge Moreau regarda les 4 militaires en uniforme dans sa salle et réalisa qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Pire, il réalisa qu'il avait probablement ruiné sa propre carrière. « Monsieur le Président, » dit Lefebvre, reportant son attention sur le juge terrifié. « J'ai une question simple. Allez-vous continuer à manquer de respect aux vétérans français, ou allez-vous commencer à les traiter avec la dignité qu'ils méritent ?» Pierre s'avança, posant la main sur le bras de Lefebvre. « Capitaine, ça suffit. Le point est prouvé. » Il regarda le juge, et il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une tristesse profonde. « Monsieur le Président, je ne suis pas venu ici pour créer des problèmes. Je suis venu seulement en demandant d'être jugé comme un homme, pas comme un stéréotype. » Le juge Moreau déglutit difficilement. « Monsieur Dubois, ex-brigadier Dubois, je ?» Sa voix lui fit complètement défaut. C'est alors que Marie Rousseau se leva, réalisant que c'était son moment d'agir. « Monsieur le Président, à la lumière des nouvelles preuves présentées et des circonstances atténuantes du passé militaire de mon client, nous demandons une reconsidération complète de cette affaire. » Le juge regarda les documents militaires, puis les 4 soldats qui le fixèrent avec une désapprobation évidente, puis Pierre qui restait debout avec une dignité inébranlable. Le tribunal commença-t-il, puis s'arrêta, s'éclaircit la gorge et essaya à nouveau. Le tribunal reconnaît qu'il a mal interprété les preuves présentées. Sa voix était presque inaudible. En considération du distingué service record de L de l'ex-brigadier Dubois, ce tribunal suspend toutes les procédures en cours et ordonne une révision complète du dossier. Ce n'étaient pas des excuses complètes, mais c'était une capitulation totale. Lefebvre acquiesça une fois, satisfait. « Soldats, dit-il à ses hommes, mission accomplie. On s'en va. » Quand les militaires se tournèrent pour partir, Pierre les appela. « Capitaine !» Lefebvre s'arrêta et regarda en arrière. « Merci de ne pas m'avoir oublié. » Le capitaine revint, posa la main sur l'épaule de Pierre et dit quelque chose que toute la salle entendit. « Les soldats n'abandonnent pas les soldats. » Pierre. « Jamais. » Tandis que les militaires sortaient en formation, le juge Moreau resta assis dans sa chaise, dévasté par l'humiliation publique qu'il avait subie. Le procureur Durand ramassait ses papiers en silence, évitant tout contact visuel avec qui que ce soit. Pierre se rassit, mais maintenant c'était un homme différent. La dignité qui avait été attaquée avait été non seulement restaurée, mais validée devant tous. Il regarda les gens dans l'assistance, les mêmes qui avaient ri de ses allégations, et vit la honte sur leur visage. La vérité avait gagné, mais le coup pour certains avait été dévastateur. Et Pierre, malgré tout, ressentait plus de pitié que de satisfaction en voyant l'homme qu'il avait humilié maintenant complètement détruit par sa propre arrogance. 3 mois plus tard, Pierre Dubois marchait dans les couloirs du centre de réhabilitation pour vétérans, non plus comme patient, mais comme conseiller bénévole. Sa transformation était remarquable, les épaules droites, le pas ferme, les yeux clairs. Il avait retrouvé son but dans la vie. « La première chose que vous devez comprendre, disait-il à un groupe de vétérans nouvellement arrivés, c'est que vous n'êtes pas définis par vos pires moments. Vous êtes définis par le courage de vous relever après eux. » Au premier rang, un jeune ex-membre du premier RPIMA aux yeux vides l'écoutait attentivement. Pierre reconnaissait ce regard, c'était le même qu'il avait vu dans le miroir pendant des années. « Je m'appelle Pierre, et il y a 8 ans j'étais exactement comme vous. Perdu, abandonné par le système, consumé par la colère et l'autodestruction. » Il marqua une pause, laissant les mots peser. Je pensais que mon histoire s'était terminée dans une cellule de prison. Après la session, le jeune parachutiste s'approcha. « Comment tu t'en es sorti, mec? Comment tu as arrêté de te haïr ?» Pierre sourit, se rappelant quand il avait posé la même question à un autre vétéran des années auparavant. « Premièrement, j'ai admis que je méritais de l'aide. Deuxièmement, j'ai arrêté d'essayer de tout porter seul. Troisièmement,
Il toucha la médaille qu'il portait maintenant ouvertement. Je me suis rappelé qu'être un soldat ne se termine pas quand on enlève l'uniforme. Ça se termine quand on arrête de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. De l'autre côté de la ville, l'ex-juge Moreau tentait de reconstruire sa vie après sa retraite forcée. L'humiliation publique qu'il avait subie avait résulté en une enquête disciplinaire qui révéla un schéma de préjugés contre les vétérans et les minorités. Sa carrière de 30 ans s'était terminée dans la disgrâce. Assis dans son appartement modeste, un changement drastique par rapport à la maison bourgeoise qu'il avait dû vendre pour payer les avocats, il relisait pour la 10e fois l'article de journal qui avait tout changé. Ex-juge humilié, un héros de guerre au tribunal, forcé à la retraite après enquête éthique. Sa femme l'avait quitté, ses collègues l'évitaient, et sa réputation était ruinée à jamais. Mais pour la première fois depuis des mois, Moreau ne pensait pas à lui-même. Il pensait à combien d'autres Pierre il avait jugés à tort au cours des années. Un coup à la porte le sortit de ses pensées. À sa surprise, c'était Pierre Dubois, vêtu d'un costume simple mais digne. « Ex-juge Moreau, dit Pierre respectueusement. Pouvons-nous parler ?» Moreau hésita, puis ouvrit la porte complètement. « Entrez, s'il vous plaît. » Ils s'assirent dans le salon spartiate, le silence pesant entre eux. « Je suis venu ici, » finit par parler Pierre, « parce que quelqu'un m'a enseigné que le pardon n'est pas d'oublier ce qui s'est passé. C'est de choisir de ne pas porter la haine pour le reste de sa vie. » Moreau le regarda avec surprise. « Pourquoi feriez-vous cela ?»« Après tout. »« Parce que, » répondit Pierre calmement, « j'ai déjà été l'homme qui jugeait les autres par leurs pires moments. Je sais ce que c'est de porter ce poids. » Il se pencha en avant. « Vous avez commis une erreur terrible avec moi, mais vous n'êtes pas un homme mauvais. Vous êtes un homme qui a laissé les préjugés obscurcir son jugement. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de l'ex-juge. « J'ai détruit votre vie ?»« Non. » Le corrigea Pierre fermement. « Vous m'avez donné l'opportunité de découvrir qui j'étais vraiment. Si ce n'était pas pour ce jour au tribunal, je me sentirais encore moins qu'un homme. » Il marqua une pause. « Vous m'avez rendu ma fierté, même si ce n'était pas votre intention. » Moreau se couvrit le visage de ses mains. « Combien d'autres ai-je mal jugés? Combien de vies ai-je affectées avec mon arrogance? »« Cela n'a plus d'importance, » dit Pierre doucement. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. » 3 semaines plus tard, Moreau apparut au centre de réhabilitation pour vétérans. Pas comme visiteur, mais comme bénévole. Sa première tâche était d'aider les vétérans avec des questions juridiques, gratuitement. « Pourquoi est-il ici ?» demanda le jeune parachutiste à Pierre. « Parce que, » répondit Pierre, observant Moreau aider patiemment un vétéran avec des papiers d'allocation. « Parfois, les gens qui nous blessent le plus profondément sont ceux qui ont le plus besoin de rédemption. Et parfois, leur donner cette chance est ce qui nous rend vraiment libres. » Marie Rousseau, qui était devenue avocate spécialisée dans les affaires de vétérans après avoir représenté Pierre, racontait souvent son histoire dans des conférences juridiques. « Le jour où j'ai vu un héros de guerre humilié publiquement, disait-elle, fut le jour où j'ai appris que notre système judiciaire ne fonctionne que quand nous traitons chaque personne avec une dignité de base, indépendamment de son apparence ou de ses circonstances. » Le capitaine Lefebvre avait été promu commandant et dirigeait maintenant un programme national de soutien aux vétérans en transition civile. Sur son bureau, une photo de la formation raide de Pierre servait de rappel constant de pourquoi son travail importait. « Soldats, disait-il aux nouvelles recrues, vous allez affronter des ennemis sur le champ de bataille. Mais le plus grand ennemi que vous affronterez est la société qui oublie parfois la valeur de ce que vous avez fait. Quand cela arrive, souvenez-vous, vous ne vous battez pas seulement pour la reconnaissance. Vous vous battez pour la dignité. Et la dignité ne peut jamais vous être enlevée, seulement temporairement obscurcie. » Pierre continua son travail au centre de réhabilitation, mais commença aussi à voyager à travers le pays, parlant dans les tribunaux et universités sur les préjugés systémiques contre les vétérans. Son histoire devint un symbole de comment la fierté brisée peut être restaurée à travers la vérité et le soutien communautaire. Lors d'une de ses conférences, une jeune étudiante en droit leva la main. « Monsieur Dubois, comment pouvons-nous éviter que des histoires comme la vôtre se répètent ?» Pierre réfléchit un moment. « Écoutez avant de juger. Questionnez vos préjugés avant de former des opinions. Et rappelez-vous que derrière chaque criminel se trouve une histoire humaine complexe que vous pourriez ne jamais comprendre complètement. » Il marqua une pause. « Mais surtout, traitez chaque personne avec la dignité de base que tout être humain mérite, indépendamment d'où vous les rencontrez dans leur parcours. » 2 ans après ce jour fatidique au tribunal, Pierre épousa une infirmière du centre des vétérans. À la cérémonie, le capitaine Lefebvre servit de témoin, et Moreau, maintenant un ami improbable, était parmi les invités. Durant son discours, Pierre regarda l'assistance diverse de vétérans, de professionnels de la justice réformée,
et de personnes dont les vies avaient été touchées par son histoire. Il y a quelques années, dit-il, je croyais que mon histoire s'était terminée en échec et honte. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas la fin, c'était seulement le début de la partie la plus importante de mon voyage. Sa voix se renforça. Parce que j'ai découvert que notre plus grande victoire n'est pas d'éviter la chute. C'est de choisir de se relever avec plus de sagesse, plus de compassion et plus de détermination à aider les autres qui sont là où nous avons été. La vraie vengeance n'était pas de détruire le juge qui l'avait humilié. C'était de prouver qu'un homme n'est pas défini par ses erreurs, mais par le courage de les transformer en point de basculement pour lui-même et pour les autres. Il a essayé de briser Pierre, mais a fini par créer un leader. Pierre a appris que la vraie justice n'est pas de rendre le mal subi, c'est de transformer la douleur en but et d'utiliser son expérience pour relever les autres qui ont été abattus de la même façon. Si cette histoire vous a ému et que vous croyez au pouvoir de la seconde chance et de la dignité humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que nous méritons tous d'être jugés par la totalité de qui nous sommes, pas seulement par nos pires moments.